mais également les participants qui nous suivent en ligne. Je voudrais également remercier le professeur Babacar Fall et son équipe de l'IEA de Saint-Louis pour l'invitation, mais également pour la réussite de l'organisation. Je voudrais également profiter de l'occasion pour exprimer ma gratitude au professeur Babacar Fall et au professeur Marcel van der Linden de l'Université d'Amsterdam qui ont dirigé ma thèse de PhD à l'Université d'Amsterdam. Donc je suis très content de retrouver ici le professeur Marcel van der Linden, très généreux et qui m'a beaucoup aidé. Et c'était vraiment le mieux donc, de faire ce témoignage. Maintenant, pour ce qui est de l'activité qui réunit aujourd'hui, donc c'est la dernière, il consiste en un partage d'expérience pour Dr Kouma et Abou Kadri Mané, mais ça sera pour Abdoulaye un bilan à mi-parcours parce qu'il prépare une thèse de doctorat à l'école doctorale d'Écosse de l'Université Cheikh Anta Diop. Nous aurons M. Mané en ligne. Je pense que pour pallier les aléas donc, du net, je pense qu'on peut le prendre directement avant de passer aux autres. Mané, vous avez la parole. Oui, bonjour. Oui. Allô, allez-y. Oui. Vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? On vous entend bien. Ok, merci. Bonjour à tout le monde, bonjour aux organisateurs aussi. Permettez-moi d'abord d'associer mes félicitations et les remerciements à toute l'équipe de l'organisatrice de ce colloque. Mais également mes félicitations, mes remerciements en particulier aux deux professeurs Fall, et particulièrement le professeur Fall de la presse, qui m'a beaucoup, qui m'a aidé à contribuer, à apporter ma contribution à ce grand événement scientifique. Et malgré la distance, je vous appelle depuis Sédou, où je suis en mission de recherche avec l'équipe de l'APES. Et mes remerciements aussi à mon tuteur ici, qui est M. le doyen Lam, qui m'a aussi offert un espace, son bureau pour travailler. Je dirais dans ce travail que je vais vous présenter, c'est un travail d'étude qui a été publié au Colestréa en octobre 2022. L'équipe composée également de moi et de 5 autres chercheurs qui sont deux de la presse, à savoir Ibe Shona, qui a présenté aussi hier, mais également Ibrahim Tombati et deux autres amis, alors que l'embrasse le docteur Muntaga Diallo, mais également deux autres amis. Il y a c'est le doctorant, c'est l'autre enseignant, c'est un docteur Rawan, il est géographe, mais également Ibrahim Abba.
Bon, ma présentation porte sur les dynamiques transfrontalières de sécurité alimentaire au Sénégal, au cadre de la filière ANACAP au FONI Congo. Je dirais, c'est une publication un numéro spécial du Coresrea et j'en profite pour remercier également Rama Saladian qui a beaucoup apporté à cette publication. Dans la présentation de ce travail, nous avons placé la problématique, objectif et méthodologie de la discussion pour finir par la conclusion. Je dirais en introduction que en Afrique de l'Ouest, le territoire, c'est-à-dire l'Afrique de l'Ouest, comme à l'image de tout le continent, était un territoire fragmenté, balkanisé. Mais la balkanisation, malgré cette balkanisation, vous savez, le territoire est aussi marqué par une certaine fraternité, mais également un certain potentiel que présente l'Africain, mais également que la population aussi tire profit. Dans l'espace du FONI Congo, ce phénomène est aussi un facteur intéressant, fondamental à la sécurité alimentaire. Vous savez, le FONI Congo, c'est aussi un espace frontalier situé dans le département de Bigana, dans la région de Ziguinchor, au nord du département, entre la Gambie et le Sénégal. C'est aussi un espace caractérisé par de fortes et d'intenses mobilités transfrontalières. Et ces mobilités aussi aujourd'hui accompagnent, le processus, c'est-à-dire un processus de développement de la filière ANACAP. Mais la filière ANACAP qui est garant d'une sécurité alimentaire, Voilà. Voici l'espace vécu. Si peut-être vous voyez, c'est clair, la carte. Alors, allez-y. La carte, c'est clair, hein? Vous voyez la carte? Ok. La problématique, il faut noter que les récentes crises suscitent l'agriculture, mais également le secteur touristique. Vous savez, la zone aussi marquée par le tourisme avec au niveau de Kafouki, mais également dans certaines zones touristiques aussi, campements, des campements dans la zone. Mais également l'agriculture, la crise agricole, l'agriculture dans son ensemble, avec la pêche, le secteur de la pêche, mais également l'agriculture qui est aussi instable. On note aussi une reconversion de la population à un nouveau mode de vie. C'est-à-dire, nous avons une agriculture marquée qui est pratiquée, une agriculture pratiquée. Et donc, dans la carte, on lui dit qu'il lui reste 5 minutes. Bon, il vous reste 5 minutes, hein. Mais on vous dit bien, vous pouvez continuer. C'est le réseau aussi. Mané. Il a un problème de connexion.
Mais est-ce qu'on ne pourrait pas... On peut peut-être continuer la présentation, on aura le contenu. Voilà. On ne pourrait pas disposer de l'enregistrement. Il n'a pas envoyé l'enregistrement. Non, je n'ai pas vu là. Il n'a pas envoyé son texte. Il a envoyé son texte, vous pouvez lire son texte. Je peux lire son texte, c'est dans le numéro de la C'est dans le numéro. Si on a le texte, il faut lire seulement le texte. Oui, je peux le lire. Ouais, vas-y, vas-y. Je vais le sortir. Il faut qu'on ait à dérouler la présentation. Voilà. Ça dépend pas de lui. D'accord. Slide suivant. Slide suivant ou... Oui, c'est ça. Tout dans le texte. C'est qui gère le slide? Ah, en tout cas, ça vient, c'est pas seulement. Ah, c'est Ouais, vas-y, Ah, je peux le faire. Il faut couper le son pour moi. J'essaie de sortir le texte. Ça, tu peux dire la Les hommes qui entreprises à LPA. J'ouvre l'article. Donc cet article a été publié dans le cadre du Bureau spécial Africa Développement de Codespira. Comme Kadri l'a dit, il couvre la production de l'anacarde dans la région de la Fleuve, dans la région dans le Foni Congo, commune de Kataba. Je suis en train de vous parler de moi. Donc là, nous en sommes à la méthodologie de ce article. Voilà. Donc pour ce qui est de la méthodologie, c'est une méthode mixte, donc combinant la recherche bibliographique avec la revue de la documentation. L'équipe a aussi conduit des entretiens téléphoniques avec une cinquantaine de producteurs. Ils ont aussi, pour traiter les données collectées, ils se sont servis de Excel pour analyser des tableaux et graphiques, mais aussi du logiciel Arctis 10.3 pour faire une cartographie de la situation. Si vous voulez bien aller au slide suivant, il nous présente les enjeux de la production d'anacarde pour la sécurité alimentaire. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'anacarde, la principale destination en tout cas au Sénégal, pour ce qui est produit au Sénégal, c'est l'Inde ou l'Asie. Donc l'anacarde qui est produit va principalement là-bas. C'est une filière qui, si tu peux retourner au slide précédent, c'est une filière qui est en expansion. Elle occupe une grande importance dans le secteur d'activité des ruraux. Donc, comme vous le voyez, pour ce qui est de la répartition des ouvriers agricoles, je pense que la majorité sont des sourgas, donc des travailleurs qui viennent, sourgas migrants qui viennent d'autres régions. Je pense que le professeur Baoukarfa nous avait fait l'autre fois l'explication de ce que sourga veut dire. Donc, le travailleur agricole est nourri, est logé sous garde, est logé par son employeur. Ce sont des travailleurs. Donc, la majorité viennent du Sénégal, de Gambie, de Guinée-Bissau et d'autres régions qui n'ont pas spécifiées. Pour ce qui est de la mobilité des ouvriers horticoles, comme vous le voyez, la majorité sont des étrangers. Et ça résonne d'ailleurs avec ce dont on parlait hier par rapport à la rareté des travailleurs domestiques. C'est la même chose qu'on a avec les travailleurs horticoles, où même les employeurs des zones, en tout cas dans la vallée, ont du mal à trouver
les travailleurs horticoles aussi pour les champs. Donc vous voyez que la majorité, 57% viennent de l'étranger contre 43% qui viennent du Sénégal. Si vous voulez bien prendre le slide suivant. Là, il parle de la mobilité et des dynamiques de genre dans la sécurité alimentaire à Kadaba. Comme vous le voyez, la majorité des travailleurs sont des femmes, 62% contre 69%. Je ne vois pas très bien. Oui, c'est 60% contre 39 à 37%. Donc 61 et 39. Merci beaucoup. Donc c'est un domaine qui est, comme tous les secteurs de production agricole, dominé par les dynamiques de genre. La prochaine slide. Donc, je pense qu'il va directement à la conclusion, mais je vais voir si dans le papier qui est en ligne, s'il y a plus d'éléments. Donc, il parle de l'anacarde comme on parle des recompositions spatiales aujourd'hui. Il identifie l'anacarde comme un élément fondamental dans la recomposition spatiale d'un territoire frontalier et qui aussi comporte beaucoup d'enjeux pour la sécurité alimentaire. En Casamance, l'anacarde est généralement considéré comme un or noir, car il est aujourd'hui une source de revenus pour la plupart des habitants et des producteurs au-delà des frontières. Et selon les résultats de sa recherche, la filière dépasse largement les frontières sénégalaises. Elle crée d'importantes mobilités transfrontalières, sources de sécurité alimentaire. Dès lors, on note une recomposition spatiale des zones de production. De ce fait, les dynamiques transfrontalières, marquées par les flux commerciaux, par des acteurs et leur capacité d'adaptation, sont une condition de la sécurité alimentaire. En effet, les mobilités et stratégies informelles présentent de vastes opportunités de marché et offrent aux habitants une large possibilité d'échange commercial. La mobilité des commerçants est très importante aussi. Ces acheteurs mobiles sillonnant le territoire frontalier de production sont les principaux acteurs de transactions commerciales. Ces acteurs ils peuvent avoir d'autres noms selon la zone où on est. Ici, dans la région du Fleuve, ce sont les banabana, qui sont ceux qui, soit sur commande ou bien après la production, achètent le produit pour trouver un destinataire final. Vous voyez les écoulés de produits. Donc, enfin, en guise de conclusion, le Foni Combo, à l'image d'autres espaces transfrontaliers ouest-africains, est fortement caractérisé par une intense mobilité. Celle-ci se manifeste sous des territoires transcendant les frontières des États. La particularité de ce phénomène dans cet espace de cohabitation contribue au développement de la filière anacarde. En d'autres termes, cet article, sa présentation a évalué l'impact des mobilités dans le développement de la culture de l'anacarde, ce qui constitue une stratégie de sécurité alimentaire. Et il ressort donc de cette analyse que les changements climatiques et sociaux ont installé dans le Foni Combo une crise agricole sans précédent. Ainsi, les effets des aléas climatiques consécutifs à l'échec des politiques de planification du développement agricole, voire la déréglementation du marché de l'arachide et céréales alliées locales, ont été une source d'insécurité alimentaire dans ces zones. Et pour répondre aux défis physiques et humains, il est nécessaire d'adopter de nouvelles stratégies et politiques pour de meilleures conditions de vie des populations. La filière de l'anacarde, introduite au Sénégal à la fin des années 70, fut, après un début marginal, adoptée comme une stratégie d'adaptation des paysans dans cette partie méridionale du Sénégal. Elle mobilise, grâce au prix sur le marché, une multitude d'acteurs, leur permettant d'assurer leur sécurité alimentaire. Les revenus tirés de l'exploitation des produits de l'anacarde servent essentiellement aux producteurs à acheter des tonnes de riz, assurant le ravitaillement annuel de la famille. N'est-ce pas là l'occasion de relativiser la notion d'autoconsommation en matière de sécurité alimentaire? Mieux, la filière a permis une recomposition de cet espace et changé de bien-être des populations, comme en témoignent les enquêtes. Cependant, la gestion du top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas, des ressources de l'anacarde mérite une concertation pour mieux entretenir cette sécurité alimentaire à l'état embryonnaire. L'interdiction de l'État sénégalais de transiter la matière au port de Banjul et Bissau a eu des répercussions sur le prix qui a baissé drastiquement. Et moi, en guise de conclusion, je voulais souhaiter vous interroger sur la question de la souveraineté alimentaire. Comment quitte-t-on la simple
sécurité alimentaire pour nous assurer notre souveraineté alimentaire. Merci beaucoup. Donc, je remercie et salue l'ensemble des participants. Le titre de ma communication porte sur les frontières et transformations socio-économiques, apport comparatif entre la Méditerranée et l'Afrique de l'Est. Bon, cette communication a été présentée pour la première fois au 3e séminaire international sur la classe de l'Amérique latine. Comme vous le savez, les frontières constituent une réalité complexe. Pendant longtemps, la frontière a été considérée comme une simple ligne de démarcation qui sépare donc des régions ou bien des territoires. Mais les recherches ont montré qu'au-delà de ces lignes de démarcation, les frontières recouvrent des réalités culturelles, économiques et administratives. Parce qu'aujourd'hui, quand on prend l'exemple de l'Afrique, la configuration actuelle du continent sur le plan géopolitique résulte de remodelage par arrangement entre puissances coloniales. Parce qu'avant la mise en place de ces frontières, il existait donc des formations étatiques comme l'Empire du Ghana, on vit les jours sur le continent et qui transcendaient ces frontières actuelles. Après les indépendances, comme vous le savez, le principe de l'intangibilité des frontières a été instauré. En ce qui concerne donc l'Amérique latine, également, du point de vue également de la construction des frontières, on retrouve également le même substrat donc colonial. C'est ainsi également le but donc, de cette communication et de montrer le rôle des frontières dans la construction de l'espace, des espaces latino-américains et ouest-africains, mais aussi à partir d'une approche comparative de réfléchir sur les enjeux et les transformations socio-économiques en cours sur les espaces frontaliers de ces deux régions. Je disais tout à l'heure que la frontière cherche une dimension politique, parce que les puissances, pour prendre l'exemple de l'Afrique, les puissances européennes ont transposé en Afrique le modèle d'une frontière linéaire et continue. La frontière est une ligne de démarcation qui matérialise des limites juridiques reconnues par un État. Et souvent, quand on le voit sur la carte, c'est souvent sur des réalités géographiques comme les fleuves qui constituent souvent des lignes de démarcation. Sur les cartes, les frontières sont matérialisées par des pointillés qui en font donc des éléments de différenciation. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, ces régions frontalières, les régions frontalières ont une identité propre, adossée à des réalités culturelles, économiques, sociales et même historiques. Je disais tantôt qu'en Afrique, avant même donc, ces frontières, qui ont évolué pendant la colonisation, avec la colonisation, et qui ont été transformées on est passé donc des frontières jaunes à des frontières de ligne, et que également avant même la construction de ces frontières, je disais tout à l'heure, il y avait donc des entités, des communautés qui écartelaient entre le Mali, la Mauritanie, le Sénégal, pour prendre l'exemple de l'Afrique de l'Ouest. Et ce qu'il faut dire, c'est que ces populations ont toujours eu à habiter donc ensemble, et que ces régions frontalières transcendent vraiment et sont adossées à des réalités socioculturelles extrêmement importantes. Pour vous donner tout simplement donc une explication, pour montrer également l'importance également comment donc les populations ont transcendé, sont parvenues à transcender, même après la mise en place donc, de ces frontières, des réalités qui partageaient entre eux. Par exemple, c'est ce que disait à travers le fait qui montrait qu'au moment donc, de la crise économique, la crise politique entre le Sénégal et la Mauritanie, lorsqu'en fait le dispositif politique n'était pas efficace pour régler les problèmes,
Sénégal, la Gambie qui est incorporée dans le Sénégal et considérée comme une enclave même au cœur du Sénégal. Alors, en fait, c'était cette frontière, comme vous le savez, est le résultat tout simplement de la réalité des rivalités entre le Royaume-Uni pour ce qui est donc la Gambie et le Sénégal, pour ce qui est donc la France. Bon, en Amérique latine également, on trouve le même processus de construction des frontières, parce qu'en 1494, sous l'égide d'Alexandre, le traité de Tordesillas a été donc instauré, l'Espagne et le Portugal donc, se sont fixés donc, par rapport donc, à le domaine restrictif, passant à 3 séances du Cap-Vert. Ce qu'il faut, après même, il y a une deuxième phase entre 1810 et 1830, et d'ailleurs la question donc, des frontières est tellement donc, présente dans les représentations, dans les imaginaires donc, à l'Amérique latine, que ça a suscité vraiment une littérature extrêmement importante. Donc comme je le disais tout à l'heure, mais par rapport quand on compare l'Afrique à l'Amérique latine, ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait que les questions frontières ont suscité moins de tensions en termes de conflits qu'en Afrique. Bon, cela s'explique parce que les frontières en Amérique latine ont été constituées très longtemps, je le disais tout à l'heure, depuis donc, le 15e siècle, etc. C'est vrai qu'il y a certains conflits qui portent sur le conflit, par exemple, entre le Costa Rica et le Nicaragua. Mais en fait, par rapport donc à l'Afrique, les tensions sont rares. Donc, je disais tout à l'heure que aussi bien en Amérique latine que pour l'Afrique, on note un cas des similitudes dans la construction donc, de ces frontières. Pour ce qui est également, il faut également noter que ces frontières suscitent des activités de contrebande. Parce que quand on compare également les deux espaces, on se rend compte que aussi bien en Afrique de l'Ouest qu'en Afrique de l'Amérique latine, les régions frontalières sont des activités où se développe une contrebande extrêmement importante. Et vous prenez l'exemple de la région qu'on appelle la région des grandes frontières, qui est à cheval entre le Brésil, l'Argentine et le Paraguay. C'est une zone de refuge entre les narcotrafiquants. Au Sénégal, en Afrique également, on trouve le même processus. Prenez la frontière sénégalo-gambienne, la frontière entre le Sénégal et la Gambie. Vous trouvez également un peu plus loin en Afrique de l'Est, entre le Bénin et le Nigeria, où le commerce illicite donc, de carburant couvre 80% de la demande nationale du Gabon. Donc ce sont des régions, c'est le pétrole qui est retourné au illégal, qui est revendu sur le marché noir grâce aux nombreux points d'entrée informels. Donc la structure est frappante entre l'Amérique latine et l'Afrique de l'Ouest, où le contrôle est extrêmement difficile du fait donc, de la multitude donc, des régions frontalières. Ce qu'il faut également noter, c'est que de plus en plus on note une jonction entre les frontières, en tout cas les frontières de l'Amérique latine et celle de l'Afrique, parce que donc, avec le durcissement de la répression, de plus en plus on voit que les réseaux narcotrafiquants ont tendance donc à se qui passaient par les Açores, par les Caraïbes et les Açores, ont tendance maintenant à se redéployer vers l'Afrique de l'Ouest, profitant de la porosité des frontières, mais surtout également des tensions soutenues par les mouvements djihadistes et qui constituent un défi extrêmement important. De notre côté également, les frontières offrent des opportunités d'intégration économique, le plan économique. Vous prenez donc aussi bien en Amérique latine qu'en Afrique. En Afrique de l'Ouest, donc il y a des organismes sous-régionaux comme la CEDEAO qui a été mis en place. En Amérique latine également, vous avez même d'autres programmes de l'Union africaine, le programme des frontières de l'Union africaine. En Amérique latine également, on a également des associations comme d'intégration, donc comme le Mercosur qui tente également des réponses par rapport à ça. Bon, les frontières également sont des porteurs de transformation sociale et en Amérique de transformation sociale. Parce qu'en fait,
sont tenus en compte. Et d'ailleurs, ce qui explique souvent la non-prise en compte de cette dimension et souvent suscite donc des conflits comme au Nigeria, donc la réunion avec les guerres civiles au Nigeria, qui sont des conflits qui ont donc un caractère ethnique. En Amérique latine également, donc depuis 2 décennies, des observateurs ont remarqué, en tout cas, ont constaté une surgence des revendications à caractère identitaire qui découlent des difficultés des populations du fait de leur marginalisation. Donc, en conclusion, nous pouvons dire effectivement que les frontières constituent une réalité tangible en Afrique de l'Ouest et en Amérique latine. Même si on s'accorde que cette réalité en compte la frontière a une réalité polysémique du fait de son caractère. Elle renvoie à une multitude de concessions, mais que, effectivement, en ce qui concerne donc l'Amérique latine et l'Afrique de l'Ouest, qui sont donc des régions où l'aide coloniale a joué un rôle extrêmement important dans la construction de ces frontières. C'est des frontières qui suscitent vraiment des enjeux en termes de sécurité, donc migration de sécurité, en termes également parce que ce sont des zones qui sont investies par des narcotrafiquants. Je disais tout à l'heure, avec la jonction entre l'Amérique latine et l'Europe de l'Est, du fait de l'instabilité politique entendue par les mouvements djihadistes, et qui fait qu'aujourd'hui l'Afrique de l'Est est devenue une plateforme de la géographie de la drogue en province d'Amérique. Donc c'est pour inverser cette attitude que les États ont mis en place des dynamiques de coopération transport de travailleurs et d'initier des projets spécifiques aux zones transporteurs. Je vous remercie. Merci. À mon tour, je voudrais exprimer toute ma gratitude au professeur Fall qui nous a encore une fois de plus offert cette opportunité unique, n'est-ce pas, de bénéficier de la suggestion et des réflexions critiques des élèves. Alors, je vais vous entretenir sur l'emploi des jeunes au Sénégal de la période de 1960 en 2014. Approche historique et analytique de la politique de l'éducation et de la formation. Je suis au laboratoire Ethos et je fréquente, par exemple, moi je suis à l'école doctorale Ethos et je fréquente le laboratoire qui porte sur l'étude des métiers, la mémoire et les territoires en Afrique. Alors, pour cette écriture, je suis parti d'un constat et d'un questionnement. Le constat, c'est quoi? C'est les crises sectorielles auxquelles la jeunesse sénégalaise est confrontée. Et je me suis posé la question, est-ce que ces crises, ces difficultés, c'est au niveau des villes ou au niveau de la jeune rurale? En réalité, il semble que la difficulté auquel la jeunesse sénégalaise est confrontée n'est pas un fait nouveau. Au moins si on tient des discours officiels. Parce que déjà en 1959, la population active du Sénégal était confrontée à un sous-emploi. Et le président Senghor constate, à partir du 13 janvier 1979, lorsqu'il présidait le Conseil du Parti socialiste sur l'emploi et la formation professionnelle, il dit ceci. Après le problème démographique, le problème social, le plus urgent, le plus aigu, lié au demeurant à la démographie, n'est pas celui du chômage, mais encore une fois, celui de l'emploi. Ce constat fait par Senghor en 1979 et repris par Abdou Diouf lors de son première adresse à la nation en 1980. Et même le président Wade, après 11 ans d'exercice, il nous dit, il fait le même constat, j'ai demandé au Premier ministre d'installer avant la fin du mois de juillet le Haut Conseil
pour donner à chaque jeune, selon son potentiel et son niveau de formation, la chance d'accéder à un emploi. Et plus récemment, en 2016, le président Macky fait également le même constat de ses prédécesseurs. Alors, à partir de ce constat, donc, notre objectif, c'est-à-dire la problématique de cette thèse, c'est d'expliquer la problématique de l'employabilité des jeunes de 1960 à 2014. Et ça, c'est l'objectif général. À partir de l'objectif général, nous avons élaboré un certain nombre d'objectifs spécifiques. Le premier objectif spécifique, c'est établir le lien entre les objectifs définis dans les projets de formation professionnelle et les résultats obtenus après exécution, qu'ils soient totales ou partielles, ainsi que les ressources qui ont été mobilisées dans ces projets. Le deuxième objectif spécifique, c'est analyser l'évolution de l'insertion dans les secteurs d'activité en rapport avec la pression démographique. Je vais y revenir. Et le dernier objectif spécifique, c'est expliquer le bilan et les perspectives de l'employabilité des jeunes en s'appuyant sur les potentialités d'emploi des secteurs d'activité et les offres de formation nécessaires. Alors, à partir de ces objectifs spécifiques, nous avons élaboré un certain nombre d'hypothèses. La première hypothèse que nous avons élaborée, c'est le fait que les jeunes soient confrontés massivement au chômage, au sous-emploi, au manque de qualification, montre que les objectifs définis dans les projets de formation professionnelle ne sont pas atteints et que les ressources mobilisées ne semblent pas être efficientes. Deuxième hypothèse, si au moins 63% des jeunes sénégalais sont constitués de jeunes de 15-35 ans, le marché du travail subit une forte pression démographique, faute de créer de nouvelles opportunités d'emploi. Et enfin, dernière hypothèse, sur les secteurs qui ont une forte potentialité d'emploi et que le gouvernement fait de l'articulation de la formation professionnelle et avec les besoins du marché, donc l'emploi des jeunes a des perspectives rassurantes. Alors, nous nous sommes intéressés à faire une petite clarification conceptuelle ou bien une discussion sur un certain nombre de concepts. Parce que bon, englobe beaucoup de concepts qu'il faudra discuter ou bien éclairer. Le premier concept auquel nous nous sommes attaqués, c'est la jeunesse, qui est jeune. Alors, je me suis référé à l'OIT qui nous dit la jeunesse couvre la tranche d'âge 15-24 ans, selon le bureau de l'OIT. Toutefois, la charte de l'Union africaine nous dit est considéré comme jeune tout individu âgé de 18 à 35 ans. Alors, un pays, de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, eux, ils considèrent que la tranche d'âge des jeunes, c'est 16-35 ans. Alors, maintenant au Sénégal, il y a ce qu'on appelle la loi d'orientation de la formation professionnelle et technique, qui stipule que l'accès à l'apprentissage est ouvert à toute personne âgée de 15 ans au moins. Alors, il y a le professeur Boubacar Ly, sociologue, qui nous dit finalement, est jeune celui que la société considère comme tel. Bon, puisque vous avez vu qu'il y a plusieurs définitions qui ont été données. Maintenant, basant sur ces différentes tentatives de définition, nous avons retenu pour cette étude que la jeunesse, c'est la tranche d'âge de 15 à 35 ans. Ça, c'est ce que nous avons retenu dans la Alors, au Sénégal, comme dans le reste de l'Afrique subsaharienne, les jeunes sont partagés entre des trajectoires souvent discontinues et caractérisées schématiquement par le décrochage scolaire, c'est-à-dire les problèmes auxquels les jeunes sont confrontés.
la formation sur le tas, ce qu'on va appeler la formation traditionnelle, la précarité des conditions de travail, mais aussi presque tous sont obsédés par une qualification et une insertion professionnelle. Ce qui justifie d'ailleurs les préoccupations affichées par les différents gouvernements et une politique sociale efficiente. S'agissant de la formation professionnelle, nous distinguons dans le cadre de ce travail au moins deux types de formation. Il y a la formation professionnelle, on peut dire formation professionnelle formelle, et ensuite il y a la formation professionnelle traditionnelle, peut-être qu'on voit, que nous avons dénommé dans notre travail la formation sur le tas. Et maintenant, pourquoi formation sur le tas? Parce que dans ce type de formation, l'apprenant est en contact direct avec l'esprit, le cadre et les instruments de son futur emploi. Et en ce qui concerne maintenant, parce que il y a beaucoup de discussions aussi entre ce qui est formel et ce qui n'est pas formel. Mais bon, nous avons retenu dans le cadre de ce qui est informel pour nous, c'est-à-dire c'est un secteur qui ne paye pas généralement de l'impôt au ministère des Finances sur sa valeur ajoutée. C'est-à-dire c'est un secteur qui paye une contribution, soit journalière, soit mensuelle, soit annuelle, à l'administration locale. S'agissant de la formation professionnelle, c'est-à-dire que nous considérons que le document de référence, surtout sur l'Est Senghor, c'est la loi numéro 71 036 du 6 juin 1971 qui crée le cycle moyen pratique, ce qu'on appelle l'enseignement moyen pratique. Et cette loi avait pour objectif de orienter au moins 80% des élèves qui viennent du cycle élémentaire dans ce type de formation, pour pouvoir leur donner une expérience pratique des métiers afin qu'ils puissent s'insérer dans les secteurs productifs de l'économie. Malheureusement, le constat est qu'à l'époque, les jeunes, la plupart d'entre eux, souhaitaient poursuivre encore des études au lieu d'être des cadres moyens dans le secteur primaire. Aujourd'hui, 35% des jeunes sont formés par l'informel, dans le secteur informel. Et ce qui est formé dans le secteur formel ne fait pas plus de 10%. S'agissant maintenant des concepts d'emploi et d'employabilité, la Commission économique de l'Afrique considère l'emploi qui fait appel à la compétitivité de l'individu grâce à ses connaissances et à ses compétences acquises au cours des études et de la formation professionnelle. Pour cette commission, l'individu est employable s'il a une qualification absorbable sur le marché du travail. La notion maintenant d'employabilité, bon, il y a plusieurs comment est-ce qu'ils ont parlé sur l'employabilité. C'est une notion qui est née depuis le XXe siècle et c'est en 1966 que le sociologue Raymond Ledru utilise le terme employabilité et fait référence à la détermination de l'individu à s'insérer sur le marché du travail grâce à ses potentialités. Alors, nous répondons comme pour le terme d'employabilité, c'est-à-dire l'employabilité est définie comme la capacité d'un individu à obtenir un emploi acceptable compte tenu de l'adéquation de ses compétences aux besoins du marché du travail. Ça, le terme que nous avons retenu par rapport à l'employabilité. Alors, le cadre spatial, bien entendu, ça concerne le territoire du Sénégal. Alors, la future chronologique maintenant, 1960, nous avons considéré que 1960 constituait l'époque où il fallait créer, mettre en place une formation pour pouvoir relever le cadre colonial qui était sur le point de départ. Enfin maintenant, la date de 1974 a répondu à un besoin de coordination et d'efficacité. Parce que ce qu'on avait constaté, c'est qu'il y avait plusieurs projets, plusieurs agences structures qui s'occupaient de la question de la jeunesse. À partir de 2013, donc, le président Macky avait voulu mettre en place ce qu'on appelle l'ANPEJ pour pouvoir assurer la coordination et l'efficacité. La méthodologie que nous avons adoptée, c'est une méthodologie triangulaire
qui nous permet de pouvoir combiner à la fois les enquêtes de terrain et les données qualitatives. Le plan de rédaction, nous avons 3 parties. La première partie de cette thèse étudie les institutions, les programmes et les formations professionnelles. Elle analyse les résultats apportés, les précisions sur les débats qui entourent ce projet et les programmes, notamment ce qui concerne la pertinence des projets et la mise en œuvre et le suivi. La deuxième partie de cette thèse aborde l'évolution du marché en analysant sa dynamique ainsi que la pression démographique exercée sur elle, vu que la jeunesse constitue une place assez importante de la population sénégalaise. Et enfin, la dernière partie fait un focus sur ce qu'on appelle des récits de vie pour afin de pouvoir dresser la perspective de l'emploi des jeunes au Sénégal. Alors, dernière partie, là où nous avons tenté de faire une conclusion ou bien des votes de résultats. Ce qu'on peut dire, c'est que les politiques de jeunesse, de formation, d'emploi sont l'un des gros d'étranglement des politiques sociales. Les résultats escomptés, les résultats que nous avons pour le moment, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est-à-dire pour au moins donner une... pour permettre à l'emploi des jeunes d'avoir, d'obtenir des résultats importants, il faut ce qu'on appelle les BAL. C'est la validation des acquis de l'expérience. Il faut mettre ça sur place. Ensuite, maintenant, création des passerelles entre études et emploi. La promotion de l'entrepreneuriat constitue des enjeux majeurs pour la promotion de l'emploi des jeunes. Le deuxième résultat, c'est la formation professionnelle dans le secteur primaire, bien qu'importante et quasi inexistant au Sénégal. Ce qui fait que ce secteur continue à évoluer, à donner un rendement qui est insignificatif, n'est-ce pas, qui n'est pas significatif, et qui est déserté d'année en année, où les jeunes préfèrent aller dans le secteur tertiaire. Les initiatives dans le domaine de l'horticulture, ce n'est pas seulement le domaine de l'horticulture, il y a les TIC également, sont à systématiser, notamment dans la dotation du matériel adéquat des camps et la possibilité de conservation, parce que la plupart de ceux que nous avons rencontrés nous disent qu'ils ont des difficultés de pouvoir conserver et de pouvoir faire écouler leur production. Enfin, le marché de l'emploi du Sénégal est confronté à des difficultés, surtout si on se réfère aux unités de production. Et j'en suppose la situation que nous avons au niveau de certaines industries, comme la Sonacos actuelle, la Sodexfitex, Sodesca, etc. Et mon ami et collègue Mbado en parlait sur la situation de Taïwan. En fait, l'analyse des trajectoires de vie, ce qu'on appelle les parcours, nous incite à dire que l'entrepreneuriat et la cogestion semblent être une alternative pour pouvoir booster ou bien faire la promotion de l'emploi des jeunes. Je vous remercie. Il y a une petite bibliographie à titre indicatif sur lesquelles nous avons fait la revue de la littérature et quelques entretiens que nous avons pu faire. Et nous n'avons pas terminé, c'est vrai, les entretiens, nous avons fait beaucoup d'entretiens avec des personnes que nous avons jugé nécessaires leur parcours. Je vous remercie. Donc, je vais prendre la parole en tant que modérateur, mais aussi en tant qu'intervenant, je vais surtout parler de la prestation de Abdoulaye Diouf. Dans le cas de sa thèse, je pense qu'on pourrait l'aider, parce que c'est un bilan à mi-parcours qu'il a présenté. Mais je vois qu'il y a un problème d'approche et certains l'ont soulevé, le professeur Salam l'a dit. Moi, je pense que la problématique doit être réaménagée, parce que dans une problématique, on doit avoir au moins deux choses. C'est-à-dire que qu'est-ce que je veux faire, pourquoi je veux le faire. Si vous répondez à ces deux questions, pratiquement vous avez réglé le problème de la problématique. Il y a maintenant une troisième question, comment je vais le faire. Et même il y a certains même qui insèrent cette troisième. 3e question dans la problématique. Mais les deux sont indispensables.
Donc il faut revoir, parce que ce que vous avez dit, au niveau de ce que vous avez dit problématique, c'est seulement quelques phrases, c'est un ou deux paragraphes, mais ce n'est pas la problématique, c'est l'objectif général que vous devez insérer. Donc, ce que vous avez dit, contexte, cadre théorique, cadre spatial, chronologique, tout cela relève de la problématique. Donc, il faut revoir la problématique. Donc, ça c'est le problème de l'approche. Maintenant, toujours dans le cadre de l'approche aussi, autre chose, parce qu'on parle d'éducation, de formation. Mais ça, quand même, vous l'avez appris, je pense, lorsque vous étiez en formation avec le développement supérieur, en passant en revue des programmes, on parle toujours dans le cadre d'une formation des finalités. C'est-à-dire qu'au début de l'indépendance, quelles ont été les finalités? Les finalités, donc, les finalités assignées à l'éducation et à la formation. Donc c'est ça d'abord. Qu'est-ce que voulait l'État? Quel type de citoyen? Donc c'est ça, les profils de sortie à chaque niveau. Après avoir défini cela maintenant, vous allez voir les moyens. Est-ce que, au plan économique, l'État avait prévu quelque chose? Est-ce qu'il y a une adéquation entre les finalités et les politiques économiques? Et là, passer dans le premier plan quinquennal pour voir donc, la place assignée à l'éducation dans ce plan. Ensuite, maintenant, il y a eu différentes évolutions. Même, vous l'a dit tout à l'heure, il a abordé la question de l'ajustement structurel. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles ont été les politiques avant l'ajustement structurel? Et tout cela nous aurait permis quand même de mieux cadrer la problématique. Et vous voyez pourquoi on a une écrasante de littéraire. Il faut aussi également passer en revue la question de l'assistance technique. Nous, quand on était au lycée, si la plupart d'entre nous ne sont pas forts dans les spécialités, on avait des assistants techniques. Et même certains étaient bons. Vous avez le profil peut-être, mais ils n'étaient pas formés au plan pédagogique. Je vous donne un exemple. Celui qui nous avait en mathématiques en 6e, on disait que c'était un nulard. Parce qu'au plan pédagogique, mais il ne posait absolument rien. Mais il est resté à Kaola pendant 7 ans. En terminant, lorsqu'on venait en terminant, il avait les terminants C. Entre-temps, il s'était bonifié. Alors que c'était un très bon mathématicien. Mais au plan pédagogique, on dormait parce que le message ne passait pas. Donc il faut revoir la politique de l'assistance technique, ce qu'on nous envoyait. Parce que parmi eux, il y avait des spécialistes, mais il y avait également ce qu'on appelait les volontaires du service national. C'était des gens, je pense, au lieu de faire le service militaire, ils avaient le choix de venir donc en outre-mer pour alors exercer. C'était ça. Mais ce n'était pas des spécialistes. Et c'est pourquoi, aujourd'hui, alors, nous qui étions formés par ces assistants techniques, sommes, dans la plupart des cas, on peut faire dans les disciplines scientifiques. Et même il y a des travaux à l'Université Paris de l'Euro, dans le cadre de la CEDEC, et avec le professeur Oudikor, il faut revoir ces travaux donc, sur l'assistance technique et même faire des investigations auprès des anciens. Donc, en gros, voilà ce que je voudrais dire dans le cadre de votre travail. Donc, il faut amener la problématique et maintenant, pour partir des finalités, essayer maintenant d'évoluer pour étudier l'adéquation entre les profils et maintenant ce que les moyens qui ont été en quelque sorte déployés par l'État. Je vous remercie. Donc maintenant, vous avez en 5 minutes. Merci, professeur. Merci à tous les intervenants. Je considère que ce sont des suggestions pertinentes qui vont permettre de pouvoir améliorer la qualité de ce texte. Par exemple, le professeur Fall, n'est-ce pas,
il nous suggère de surtout appesantir sur la profondeur historique, n'est-ce pas, et d'analyser la littérature, n'est-ce pas, d'analyser à fond la littérature. Nous avons donc pris une bonne note. Maintenant, bon, c'est au niveau des sources orales, des entretiens. C'est-à-dire que c'est à ce niveau-là où nous voulons accorder une large part, n'est-ce pas, de notre travail, son choix délibéré que nous avons fait, n'est-ce pas, aux entretiens. Voilà. Bon, nous y sommes, nous n'avons pas encore terminé, mais en tout cas, c'est quelque chose que nous nous sommes fixés. Alors, l'adaptabilité de l'employabilité, c'est tout à fait exact. Et je pense bien que c'est pourquoi on dit aujourd'hui que, c'est-à-dire que l'employabilité à vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire que comment la personne peut faire à tout au moment de sa vie, sa carrière professionnelle, de pouvoir s'adapter, n'est-ce pas, à l'évolution des métiers. Parce que comme vous l'avez indiqué, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire qu'on forme sur la base, n'est-ce pas, des besoins. Mais les métiers, l'évolution des métiers est très rapide. Et maintenant, comment le sortant, n'est-ce pas, qui a été formé sur un besoin, et maintenant qui se retrouve sur le terrain avec un métier qui a évolué, comment il va s'adapter. Et c'est pourquoi il faudra aussi intégrer des critères comme les perfectionnements, c'est-à-dire comment faire pour essayer de perfectionner ceux qui ont déjà subi une formation. Alors, cela me permet de pouvoir revenir sur un fait assez important et auquel nous avons rencontré au niveau sur le terrain. Il s'agit par exemple d'un certain nombre d'artisans qui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas peut-être une certification, mais quand même, ils ont des compétences. Ils ont des compétences réelles, avérées, qui les permettent de pouvoir faire un métier professionnel. Et maintenant, il y a par exemple un certain nombre d'ONG, n'est-ce pas, la coopération luxembourgeoise et la coopération canadienne qui interviennent par exemple à Kablak avec les artisans et qui demandaient à ces chefs d'artisans, n'est-ce pas, de former des ouvriers qui seront certifiés. Mais au plus, qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire qu'il y a une frustration des chefs parce qu'ils prenaient des ouvriers qu'il formait au moins pendant 3 ans et au bout de ces 3 ans, c'est-à-dire que si l'ouvrier est considéré comme compétent, on lui donne une certification. Alors comment le maître n'est pas certifié? Et c'est ça ce qui est à l'origine de comme ce que j'ai écrit, c'est-à-dire la validation des acquis de l'expérience. N'est-ce pas? Alors donc, j'ai pris bonne note des suggestions que vous avez faites. Alors, concernant maintenant le professeur Diop, j'ai tout à fait noté ce que vous avez fait et comme je l'ai dit tout de suite, n'est-ce pas, j'accorde une large part, n'est-ce pas, aux entretiens oraux, au récit de vie, c'est-à-dire la comparaison des différents parcours et je pense bien que ça peut me permettre d'avoir une vision assez globale, beaucoup plus large, n'est-ce pas, de cette problématique. Alors, c'est vrai que la problématique peut-être doit être revue, mais ce que j'ai indiqué dans cette problématique, c'est d'être à mesure de pouvoir expliquer, n'est-ce pas, où se trouvent les difficultés de l'employabilité des jeunes. Pourquoi depuis 5 ans, on en parle et que le problème n'est pas encore résolu. Pire même, c'est-à-dire que ce qu'on se rencontre aujourd'hui, c'est que de plus en plus, on se rencontre à des jeunes dont les compétences ne sont pas avérées. Et maintenant, c'est-à-dire expliquer cela, et justement, c'est-à-dire qu'on parvient à expliquer là où se trouvent les difficultés, nous serons en mesure de pouvoir faire la jonction entre ceux qui ont déjà une expérience professionnelle soutenue, avérée, pour servir à ces jeunes, n'est-ce pas, une sorte de dégradation. Bon,
pour tout le reste maintenant, bon, j'ai pris bonne note et je vous remercie tous, n'est-ce pas, de m'avoir fait ces suggestions-là. Merci. Merci. Donc, moi également, je remercie tout le monde et surtout la présence des collègues syndicalistes. Vraiment, c'est à saluer que quand même, ils ont beaucoup fait pour le système et la présence vraiment a été en plus dans la qualité donc, des interventions. Parce que je viens de le reconnaître, Gougnagnan et Souleymane Diallo. Donc vraiment, je vous remercie. Et encore une fois, merci à tout le monde. Et je vais donner la parole maintenant au professeur Babacar Fall. Je vais donc passer la parole à mon peut-être il a sinon, je prends la demande le professeur Moussa Bazan. Donc ça veut dire j'ai comparé l'Amérique latine et l'Afrique de l'Ouest, donc ils ont eu le même processus de colonisation. C'est vrai qu'il serait intéressant peut-être de prendre un espace qui n'a pas connu la colonisation et peut-être de comparer nos besoins. Donc je prends la